Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, une heure de débat parlementaire et politique. Bien sûr, on fait ce soir un état des lieux à droite au lendemain du Conseil national du Parti Les Républicains, à 9 mois de la primaire et à 15 mois de la présidentielle. Nicolas Sarkozy comptait faire de la présidence du parti un atout majeur pour la reconquête de l'Élysée. Il aurait la machine, dicterait le projet, choisirait les investitures et rien ne saurait l'arrêter, pas même ces primaires auxquelles il avait fini par se résoudre. Mais ses rivaux, les Juppé, les Fillon, les Le Maire, sont en train de transformer l'appareil des Républicains en coquille vide et loin de marquer l'unité du parti. Ce Conseil national aura commencé comme une réunion de famille un peu contrainte pour se terminer en meeting des seuls partisans de Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, président du Parti Les Républicains, rassembleur, c'est du moins son objectif. Pour l'instant, c'est pas gagné, surtout après un parlement du parti marqué par le silence assourdissant à la tribune des principaux candidats à la primaire. Alors à vos marques, prêts, partez, la primaire à droite et au centre est lancée. Depuis hier soir, il y a 7 candidats à la primaire de la droite et du centre: Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé, Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre, Jean-Frédéric Poisson et Nadine Morano se sont déjà déclarés. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet devraient en faire de même dans les prochaines semaines. Et ces questions, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il fait le job de chef de parti? Est-il dépassé, de plus en plus défié dans son camp? On en parle avec vos questions. LCP.fr, le JDD, qui est notre partenaire. #CVR, ça c'est pour les tweetos, c'est bien sûr la page Facebook, pour être complet. On en parle aussi avec nos invités. Valérie Debord, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-présidente de la région Alsace-Champagne-Ardenne, Lorraine, adjointe au maire de Nancy et surtout, pour notre débat, vous êtes porte-parole du Parti Les Républicains. Vous soutenez Nicolas Sarkozy. Face à vous, Fabienne Keller, bonjour, sénatrice, bonsoir, sénatrice du Bas-Rhin, ancien maire de Strasbourg et soutien d'Alain Juppé dans la primaire de la droite et du centre. 2 spécialistes nous ont rejoints, Judith Vintraube, qu'on ne présente plus ici à LCP, bonjour, journaliste, éditorialiste, vous suivez la droite pour le quotidien Le Figaro. À vos côtés, Alain Onfray, journaliste aussi, mais un regard, j'en suis sûr, différent. Vous suivez la droite pour le quotidien. Vous suivez la droite pour le quotidien Libération. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Avant de débattre, le reportage, on l'a dit, Nicolas Sarkozy, largement distancé par Alain Juppé dans les sondages et malmené par ses propres troupes, souhaite user de sa position de chef de parti pour s'imposer comme le candidat naturel de son camp en 2017, sans se déclarer candidat pour l'instant. Le président des Républicains a présenté hier, en clôture du Conseil national, les grandes lignes d'un projet collectif qu'il souhaite voir adopté par les 240 000 adhérents. Un discours boudé par ses principaux rivaux. Le reportage de Thibault Le Floch, Stéphanie Despierres et Thomas Tavitian. Le projet politique commun présenté ce week-end est plutôt consensuel au sein des Républicains. Fin des 35 heures, quota pour l'immigration ou baisse des charges pour les entreprises, ces idées ne sont pas nouvelles à droite, mais Nicolas Sarkozy tenait à les soumettre aux militants. En tant que président élu de notre mouvement, c'est à moi qu'il revient de fixer la ligne politique. Il y aura une position, pas 50 positions sur ces questions. Les candidats à la primaire sont donc priés de se ranger derrière ce projet commun. Mais ce rassemblement doit-il prévaloir sur les idées, parfois différentes, des candidats à la primaire? Ah non, certainement pas, non. Certainement pas, sans ça il n'y a plus de primaire. Voilà. Vous savez, c'est très important de réussir les primaires. Si nous nous plantons aux primaires, nous nous planterons aux présidentielles. François Fillon, lui aussi candidat à la primaire, ne semble pas totalement convaincu de l'utilité de ce socle commun. C'est une bonne chose, sous réserve de ne pas oublier qu'une ligne politique, c'est le résultat d'un projet pour la France. Ça ne peut pas être le fruit d'une synthèse hollandienne. Mais pour Nadine Morano, l'une des oratrices les plus applaudies dans la salle pour son discours très axé sur l'immigration et la religion, ce socle commun ne pose pas de problème. Il y aura quelques nuances avec des personnalités différentes ou même des divergences de vues, mais quand même, franchement, quand on s'écoute les uns les autres, on voit bien qu'on a plus de points en commun que de désaccords. Si les candidats à la primaire ont de nombreux points en commun, ce week-end, chacun tentait surtout de faire valoir sa différence. Voilà, un reportage de Thibault Le Floch. Question toute simple pour commencer. L'absence de ténor à droite au discours de Nicolas Sarkozy, c'est quoi? Le patron qui est défié dans son propre camp? Valérie Debord.
C'est un point de vue, de commentateur que je respecte. Mais enfin, il y avait quand même Gérard Larcher, il y avait Bernard Accoyer, il y avait Christian Jacob, il y avait Jean-Pierre Raffarin qui soutient depuis hier officiellement Alain Juppé, qui n'est pas complètement pas un ténor de notre parti. Il y avait une 50aine de parlementaires. C'était sur une journée et demie. 2000 cadres sont passés sur cette journée et demie. Alors après, c'est normal de chercher ce qui ne va pas. On cherche toujours le verre Mais à pendant moitié le discours, vide. ils n'étaient pas là. C'est quoi? Ils avaient Saint-Valentin? Les gens que je viens de vous citer étaient tous là pendant le discours. Oui. Après, je parle des Juppé, des Le Maire, Alors, des Fillon. Alain Juppé est quand même venu 3 heures. Alors, il n'a pas parlé, certes, mais il a été assis 3 heures au premier rang. Il n'a pas pris la parole, ça lui appartient. Il aurait pu prendre la parole. François Fillon a souhaité prendre la parole. Il s'est exprimé 15 minutes. Hervé Mariton a pris la parole. Nadine Morano a pris la parole. Donc, si vous voulez, c'est une façon de présenter les choses que je peux comprendre, hein, mais qui, peut-être, manque un tout petit peu d'objectivité. Fabienne Keller. Est-ce qu'ils ont raison, les Alain Juppé, les Fillon, de boycotter le discours du chef de parti? Alors, il y a des éléments très factuels. Valérie les a rappelés. Hein. Une convention qui est sur 1 jour et demi, c'est long. Hein. Chacun a ses contraintes, ses engagements. Ils étaient présents le samedi au contact de ces nouveaux conseillers nationaux. C'est ça qui est important. Être aux côtés des personnes souvent nouvelles, hein, qui s'engagent dans le parti. L'idée directrice était plutôt de donner la parole à ceux qui, en général, ne l'ont pas. Et je crois que c'est cela qu'a respecté Alain Juppé. Mais j'aime bien l'explication aussi de Jean-Pierre Raffarin, plus politique. On en parle. C'est l'ombrelle sous laquelle Nicolas Sarkozy aurait peut-être souhaité mettre tout le monde lors de la matinée de dimanche. Voilà, chacun a retrouvé son espace en étant là au moment où il le souhaitait. Mais en tout cas, une présence de tous. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Alain Onfray, je vous vois sourire aux explications de nos élus. Oui, parce que ils pouvaient pas être là. On peut renverser la question, qu'est-ce qu'aurait signifié leur présence alors que Nicolas Sarkozy, non pas président du parti, mais candidat à la primaire, par la force des choses. Il n'est pas encore, revenu. il l'a pas encore fait. Enfin, faut arrêter. Il n'est pas revenu pour être président de parti. Au contraire, il déteste ça. Il est revenu pour être candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce que ça aurait signifié pour eux d'être là, à l'écouter, présenter un programme et des propositions qui sont censées être le fond commun qui porte lui pour la primaire. Si Nicolas Sarkozy, si le chef du parti, était pas candidat à la primaire, ils auraient tous été présents, c'est garanti, même sur 2 jours. Mais là, c'était pas possible pour eux. Il y a une ambiguïté que Nicolas Sarkozy ne peut pas lever, et la conséquence, c'est qu'effectivement, tous les candidats à la primaire ne peuvent pas être présents lorsqu'il prétend faire le chef de famille, celui qui impose un programme, alors que le programme, en vérité, il sera arbitré par la primaire. Judith Vintraube, ils ont eu raison, les compétiteurs, les rivaux, Nicolas Sarkozy, de ne pas assister à son discours? Il n'y a que des perdants dans cette histoire-là. Que des perdants parce que les candidats à la primaire rivaux potentiels de Nicolas Sarkozy, qui ne s'est pas encore déclaré, avaient réclamé cette explication, et cette explication de ligne notamment. D'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy avait annoncé entre les 2 tours des régionales la tenue de ce Conseil national sur la ligne, c'était en réponse aux demandes d'Alain Juppé et de François Fillon qui disaient c'est plus possible, il faut qu'on s'explique sur la ligne. Il ne s'agissait pas du projet à l'époque. Donc ils demandaient une explication et ils sèchent le jour où, enfin, ils ont l'occasion de s'expliquer entre eux. Donc c'est pas très cohérent comme attitude. Du côté de Nicolas Sarkozy, on était bien loin de l'explication de ligne, et notamment de l'éternel problème. Est-ce qu'il faut se retirer quand il y a un candidat à risque d'élection du candidat du Front National? C'était le nini à l'époque, la ligne. Il ne s'agissait pas pour lui de définir un projet. Or, il a transformé l'exercice et en faisant justement l'esquisse la première pierre du projet et d'un processus où il va donner son projet aux militants. Bon, bien sûr, il a dit vous pourrez l'amender comme vous voudrez, mais on sait comment ça se passe dans ces cas-là. On va y venir. Le projet, donc, au Conseil national, c'est 2000 personnes qui ont participé à une mise en commun du programme. La moitié. Hein. Le programme, alors c'est quoi? Ce sont les mesures un peu déclinées par Nicolas Sarkozy ces derniers mois. Le refus du Front républicain, le respect de la laïcité, la baisse des impôts et des déficits publics, ou le recours au référendum en cas de blocage de la société française. Alors officiellement, du côté des ténors de la droite, on n'est pas d'accord avec Nicolas Sarkozy à propos du fameux texte qui doit servir de base à l'ensemble des candidats. On n'est pas d'accord sur l'existence du texte. En fait. Voilà, à la primaire, il n'est pas encore validé, il faut qu'il soit validé par les militants, ça doit revenir donc en avril. On a vu dans le reportage de Thibault Le Floch, Alain Juppé, il ne se sent pas tenu par ce texte, Fabienne Keller.
par le projet? La méthode est définie, c'est d'ailleurs dans les statuts des Républicains. C'est la primaire qui désignera le candidat et le candidat s'appuiera sur le projet qu'il propose non seulement aux adhérents des Républicains, mais aux millions de Français. L'idée, c'est d'avoir 3 ou 4 millions de votants qui choisiront le candidat de la droite et du centre. Donc ce projet... il est possible, bien sûr, que les Républicains réfléchissent à un certain nombre d'axes, mais il est naturellement porté par les différents candidats aux primaires. Et cela nécessite aussi un temps long. Enfin, pour participer à la construction du projet d'Alain Juppé, on ne peut pas le ramasser en un temps trop réduit. Il faut prendre le temps de rencontrer les acteurs, de les convaincre. Parce que la question, c'est pas seulement d'afficher des idées, c'est de démontrer qu'on sera demain, au moment de l'alternance que nous souhaitons, on sera capable de le mettre en œuvre. Donc le partage avec les acteurs, l'écoute, l'enrichissement du projet à partir de leur vécu est fondamental. Par exemple, sur l'emploi, il faut discuter avec les chefs d'entreprise. Sur l'éducation, il faut parler aux profs, aux parents d'élèves. Sur les sujets comme l'Europe, il faut travailler proposition par proposition. On sait que c'est difficile. Donc c'est ce processus qui doit nous conduire à la primaire, dont je forme le vœu, enfin, je fais un rêve. C'est que ce soit un projet très constructif, idées comparées à d'autres idées et qui s'appuient sur des discussions de terrain. En l'occurrence... C'est pas un bouquin qu'on va valider en quelques semaines sans prendre ce temps. En l'occurrence, Valérie Debord, c'est Nicolas Sarkozy qui le prépare le projet. Est-ce que c'est pas trop tôt de préparer un texte, le plus petit dénominateur commun? Est-ce que le candidat... Je pense que ce texte est tout sauf le plus petit dénominateur commun. Enfin, c'est un point de vue. Si vous prenez la peine de le regarder, vous remarquerez que, comme on dit, et comme on aime le dire, il est un peu clivant sur un certain nombre de choses. Mais est-ce que le candidat qui va sortir de la primaire, il va pas prendre le texte et le jeter à la poubelle? Alors, deux éléments de réponse. Un, c'est une richesse d'avoir autant de candidats et en plus des candidats de talent. Et cette richesse, le Parti socialiste ne l'a pas. Je suis bien heureuse que nous l'ayons en interne. Deuxièmement, on ne peut pas dire que c'est Nicolas Sarkozy seul. Les conventions que nous faisons, il y en a eu une sur la ruralité la semaine dernière qui était de grande qualité, elles participent de la mise en réseau de ce projet et énormément de personnes y participent et viennent l'enrichir. 3, on voit très bien qu'aujourd'hui, un parti moderne, un parti du XXIe siècle, c'est un parti qui ne peut plus être ascendant-descendant. C'est un parti qui doit être complètement en phase avec ses adhérents, avec ses militants et être interactif avec lui. Nicolas Sarkozy, quand il est revenu sur le devant de la vie politique, il a mis le mot clé démocratie en exergue et en avant de sa base politique. Donc l'idée, c'était de tout faire valider. Ça a commencé d'ailleurs par l'élection des présidents de nos fédérations départementales au suffrage universel direct des militants. Ça ne s'était jamais vu. Et aujourd'hui, l'idée, quelle est-elle? C'est de dire, ce projet qui est proposé, amendez-le, proposez-en un autre. D'ailleurs, moi je trouve ça très intéressant que l'ensemble des candidats à la primaire proposent un autre projet. Après tout, pourquoi pas? C'est ce qu'a dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy hier en clôture de ces 2 journées. Amendons-le, faisons en sorte qu'il soit adopté par le bureau politique, amendé ou pas. Et puis après, mon intime conviction, c'est que tout candidat à l'élection présidentielle qui souhaite le soutien des adhérents et des militants des Républicains doit de toute façon, à minima, prendre en compte cela. Parce que sinon, il n'aura pas le soutien du parti. Ce projet de Nicolas Sarkozy, c'est une ligne pour ligoter ses concurrents, comme vous l'écrivez dans l'IB? Ben oui. Ce qu'a dit Valérie Debord à l'instant, c'est que... Fabienne Keller, vous acquiescez? C'est le souhait de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que le débat se passe au bureau politique. Il n'y a aucune chance que ça se passe comme ça. On peut faire le pari. Alors, disons les choses. Donc, ce projet, c'est celui du candidat Sarkozy. Hein, c'est pas celui de l'UMP, c'est des Républicains. Et on peut faire... moi, je peux faire le pari ici qu'il va être approuvé à 90-95%. Hein, par les militants, sans en bouger une ligne d'ailleurs sans doute. Ce qui est intéressant. Tout seul ne fait pas 95%. Mais vous allez voir, ça va être 95%, c'est sûr, des votants. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde qui sera avec. Oui, bon, on verra, ça dépend du nombre de votants. Mais le projet, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui sont, au fond, vues de la droite, plutôt des banalités. On est pour le mérite, on est contre les 35 heures, des choses comme ça. Et il a mis dans ce projet des petites choses qui servent à cliver. Il a dit, il faut qu'on soit pour l'assimilation et pas seulement pour l'intégration des étrangers. Ça, c'est pour mettre en minorité Juppé. Il a dit, il faut qu'on baisse les impôts
tout de suite, dès le mois de juillet d'après l'élection, parce que ça doit être possible et parce que sinon, ça ne mérite pas d'être appelé projet d'alternance. Ça, c'est pour François Fillon. Bref, et évidemment, 90% des militants vont être d'accord. Et donc, Nicolas Sarkozy pourra dire j'ai mis en minorité. Les militants ne sont pas d'accord avec le projet de Juppé, avec le projet. Mais à vérité, je ne pense pas que ça ira si loin parce que le désintérêt pour cette expérimentation va être telle que je pense qu'on n'en parlera même plus au mois d'avril. Judith Vintraube, ce projet, c'est pas- pour mettre en minorité c'est pas un les projet- concurrents de Nicolas Sarkozy? C'est pas un projet pour ligoter, parce que Nicolas Sarkozy ne se fait aucune illusion sur la flexibilité d'Alain Juppé, de François Fillon ou même de Bruno Le Maire, qui n'est pas le moins accroché à ses idées. C'est un projet pour se démarquer et pour rejeter. Nicolas Sarkozy part d'un constat très simple, c'est que le noyau dur de l'électorat de la primaire, ce sera les adhérents du parti Les Républicains. Donc il leur tient le discours dont il pense qu'il est le discours majoritaire dans le parti. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est de la démocratie par télépathie, si vous voulez. La meilleure preuve en est qu'à chaque convention thématique, Nicolas Sarkozy commençait par donner une interview dans un quotidien et boum, miracle, le lendemain, c'est précisément les propositions qu'il avait énoncées dans l'interview qui étaient adoptées à l'issue de la convention. À 95%. Voire 99 parfois. Valérie Debord. 60 000 votants. Enfin, en fait, Nicolas Sarkozy n'a pas encore annoncé sa candidature, mais il se comporte comme s'il était candidat. Est-ce que, une fois le projet adopté, validé, il ne serait pas de temps qu'il se lance dans la bataille, puisque c'est un secret de polichinelle qui va y aller? Je sais que pour certaines personnes, c'est Machiavel et Sun Tzu réunis, mais néanmoins, il ne faut pas mépriser les adhérents. Et je pense, je sais qu'Alain Juppé ne le fait pas. Et c'est très important de bien intégrer que on a changé d'époque vis-à-vis des militants et du parti. Et il ne faut pas passer par pertes et profits, cette étape-là qui va durer 1 mois et demi, où on va avoir des allers-retours avec les comités de circonscription. Alors évidemment, ça ne vous parle pas, mais c'est les noyaux durs essentiels en fait de réflexion des militants. Valérie, on ne va pas avoir un texte en avril qui sera substantiellement différent du texte qui a été envoyé ce matin. Il y aura des propositions, il y aura des amendements, il y aura un aller-retour. C'est bien la première fois comme avec les conventions, c'est-à-dire Sarkozy fait ses propositions dans un journal, la convention se passe et ce sont les mêmes propositions qui on propose un texte et vous avez mais juste ça à veut voter sur simplement ce dire qu'il sait ce qu'attendent les militants, c'est tout. Hein. Et être en phase avec les militants, quelque part, on ne peut pas complètement dire que ce soit décalé quand on est chef de parti. Donc, et encore une fois, respecter les militants, c'est quand même, je considère, si on ne respecte pas les militants, comment voulez-vous respecter les citoyens demain? Je pense que c'est une étape qui est extrêmement importante et les gens qui sont passés sur ces 2 journées y étaient extrêmement sensibles. Alors on va parler d'un vrai sujet qui fâche, un sujet de discorde dont on parle peu. Nicolas Sarkozy souhaite que les investitures aux élections législatives de 2017 soient faites en juin, donc avant la primaire, et qui le fait, c'est lui évidemment, c'est ça le problème, c'est ce que lui reprochent les Le Maire, Fillon, Juppé et les autres, sont contre. Ils considèrent que c'est le candidat qui gagne les primaires qui devrait donner les investitures pour les législatives. Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet qui fâche, Fabienne Keller? Alors, il faut peut-être remettre les choses en ordre. Quel est l'enjeu? C'est de proposer une alternance aux Français, un ensemble de propositions et avoir échangé avec eux. Donc, c'est autour de ce... Donc, très concrètement, pour nos téléspectateurs, qui doit donner les investitures? C'est le projet. Donc, il faut d'abord établir le projet. Il faut d'abord les primaires et après les investitures. Les députés seront candidats pour constituer la majorité qui portera ce projet. Ne prenons pas les choses à l'envers. Chaque chose en son temps. Et Alain Juppé respecte beaucoup les militants. Il faut rappeler qu'il a créé lui-même l'UMP, ce rassemblement. Les militants sont une partie importante, centrale, des personnes qui iront voter à la primaire, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et donc il faut prendre le temps de les écouter pour construire ce projet, pour qu'il puisse être mis en œuvre. La faiblesse du gouvernement actuel, c'est pas tellement ses déclarations, c'est l'absence totale de mise en œuvre. Ça fait 3 ans qu'ils déclament leur volonté d'agir pour l'emploi et que toute l'action va dans le sens contraire. Donc, les investitures, une fois que le projet sera défini et aura fait l'objet d'une adhésion forte des votants pour la primaire, ce temps viendra tout naturellement. Et puis, depuis que l'élection à la présidentielle est calée, enfin les législatives sont calées sur la présidentielle,
ils sont naturellement dans la dynamique créée par le candidat à la présidentielle. Donc, laissons les choses se faire dans l'ordre. Et il n'y a pas trop de 6 mois pour construire un bon projet. Alain Onfray, 577 candidats aux législatives de 2017 qui vont se bagarrer pour avoir ces investitures. C'est pas pareil si ces investitures, elles sont données via Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est une habileté de Nicolas Sarkozy, là, pour le coup, parce que c'est un bras de fer entre lui et les candidats à la primaire. Et celui-là, contrairement aux autres, il a une petite chance de le gagner, je dirais. Parce que c'est vrai que l'intérêt des parlementaires, surtout je crois que votre famille politique a l'intention de respecter la parité cette fois-ci, donc ça suppose énormément. Je l'espère bien. Ouais, ça suppose énormément de nouveaux candidats, donc effectivement il y a un gros boulot, donc il peut essayer de faire valoir cet argument. Donc c'est une bataille qu'il peut gagner, qui est franchement pas une bataille décisive, hein, c'est une petite bataille à mon avis, mais il peut la gagner parce que ça peut être l'intérêt bien compris. Et le pari qu'il y a derrière, c'est que si je suis celui qui distribue les investitures, pour être clair, je peux espérer un soutien fort des parlementaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Il est pas du tout majoritaire chez les parlementaires. Mais là encore, comme pour le projet, c'est plus intéressant pendant la campagne qu'après la primaire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, samedi ? Tout d'un coup, Nicolas Sarkozy s'est lancé dans une violente charge contre François Bayrou et il a expliqué qu'il vaudrait mieux que François Bayrou soit candidat parce qu'il piquerait, je cite, des voix à la gauche, plutôt qu'il se mêle de la primaire. Or, on sait très bien qu'Alain Juppé a un accord avec François Bayrou. François Bayrou l'a dit, si Juppé est investi à la primaire, François Bayrou ne se présentera pas. Dans une salle remplie de militants des Républicains, quand vous prononcez le nom de Bayrou, vous êtes sûr d'obtenir des huées et des sifflets. Donc là encore, cette histoire d'investiture, est-ce qu'on fera ou non de la place aux amis de François Bayrou aux législatives? C'est un instrument de combat et de différenciation par rapport à Alain Juppé, à tel point que son directeur de campagne, Gilles Boyer, a carrément prévenu que si les investitures, parce qu'elle a raison, il y a de fortes chances que les parlementaires se disent oui, chic, investissez-nous le plus tôt possible. Si les investitures sont distribuées avant la primaire, eh bien Gilles Boyer dit elles seront remises en cause. Alors, ce week-end, l'avenir de la primaire s'est aussi joué dans les studios de télé. Hein. Hier soir, c'est un ancien Premier ministre qui soutient un autre ancien Premier ministre. On regarde et on réagit juste après. J'ai choisi de m'engager pour Alain Juppé. Je pense qu'il incarne le projet politique auquel je crois. Et une évidence parce que la personnalité est forte, fiable et fidèle. Il est fort de son expérience et de sa compétence. Il est fiable parce qu'il a une parole mesurée, tempérée, à laquelle il se tient. Et puis il est fidèle parce qu'il est attaché à certaines valeurs de la République et aussi de l'Europe. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, Juppé, une personnalité forte, fiable et fidèle. Ça veut dire quoi? Nicolas Sarkozy n'est pas fort, n'est pas fiable, n'est pas fidèle? On peut le comprendre comme ça, Valérie Lebord? Il a dit quelque chose de très important, Jean-Pierre Raffarin. J'écoute toujours Jean-Pierre Raffarin avec beaucoup d'attention. Il a dit ce n'est pas une candidature contre Nicolas Sarkozy, c'est une candidature pour Alain Juppé. Voilà l'esprit de la primaire, positif. Et juste un petit retour par rapport aux investitures, il y a un élément de calendrier et de légalité qui est important. Les comptes de campagne, ils commencent 1 an avant l'élection, c'est-à-dire au mois de juin. Donc c'est-à-dire que toute personne qui va vouloir s'engager dans cette campagne, et elle a raison, on va faire en sorte avec Fabienne que notre parti enfin atteigne la parité, eh bien les gens vont vouloir commencer à faire des choses à partir du mois de juin, donc à vouloir engager de l'argent à partir du mois de juin. Et ça, c'est un élément tangible, réel, qui est incontournable. On revient au ralliement de Jean-Pierre Raffarin à Alain Juppé. D'ailleurs, Alain Juppé a tweeté un tweet de remerciement que vous voyez à l'écran, vous le découvrez à l'écran. Merci à Jean-Pierre Raffarin pour le soutien vibrant qu'il m'apporte depuis longtemps. Nos idées sont proches. Sa présence me sera précise, écrit précieuse, écrit le maire de Bordeaux. Merci de me corriger. Fabienne Keller, c'est quoi? C'est la tempérance, l'équilibre du maire de Bordeaux qui a été préféré à la volonté de cliver de Nicolas Sarkozy? Peut-être d'abord un tweet assez émouvant, en fait, quand on le lit. On sent que, pour Alain Juppé, c'est un soutien qui compte, qui est aussi signe d'un engagement, d'une volonté de travailler ensemble. Alors, bien sûr, un soutien qui compte. Jean-Pierre Raffarin est un homme, bien sûr, qui a été Premier ministre lui aussi, mais c'est aussi un homme de terrain, très attaché à son Poitou-Charentes, on le sait, un homme de la régionalisation, un homme connaisseur aussi des relations internationales,
c'est un grand humaniste, donc c'est un socle très important qui vient renforcer l'action et les appuis d'Alain Juppé, qui vient aussi contribuer à sa démarche. Jean-Pierre Raffarin, qui ne fera pas partie de l'écurie Sarkozy, c'est quoi? C'est une grosse défection, Alain Onfray? Pour avoir parlé avec lui un peu en marge de ce Conseil national, j'ai senti un grand soulagement, un apaisement presque pour lui d'avoir fait ce choix qui n'est pas évident parce qu'il a souvent, en fait, très souvent soutenu Sarkozy. Le choix de Juppé, il l'avait fait il y a longtemps. Contre sa nature, il l'a soutenu pour des raisons à la fois tactiques, parce qu'il pensait qu'il était le meilleur, etc. Mais cette fois, il soutient Juppé pour des vraies raisons vraiment politiques au sens noble. Et franchement, je l'ai senti soulagé de faire ce choix-là qui n'était pas évident pour lui. Oui, Judith Vintraube, c'est pas anodin ce ralliement quand même. C'est une personnalité forte de la droite, du centre, surtout de la droite libérale, moins clivante. Oui, alors libéral, c'est ce qu'il dit. En fait, Fabienne Keller a raison. L'étiquette qu'il met en avant, c'est humaniste. Sur le libéralisme, il y aurait à dire. Par exemple, il trouve le programme de François Fillon. C'est difficile sur le libéralisme. Jean-Pierre Raffarin trouve le programme de François Fillon beaucoup trop libéral. Mais il avait fait son choix depuis longtemps quand même. Sur le timing, juste après la réunion, juste avant l'intervention. C'est-à-dire qu'avant, il était président du Conseil national, donc obligé à une certaine neutralité, puisqu'il faisait partie de la direction. Là, vraiment, il recouvre l'entièreté de sa liberté, et puis c'est son choix de cœur. C'est le club de l'identité heureuse, quoi. Le club des optimistes. Nous y voilà. Mais est-ce que c'est pas la double peine pour Nicolas Sarkozy? Je rappelle que Jean-Pierre Raffarin joue un rôle très important au Sénat. Il y a la révision constitutionnelle qui arrive au Sénat. Nicolas Sarkozy a demandé à sa famille politique de la voter. Ça inclut Jean-Pierre Raffarin est plutôt pour la voter. Oui, il est plutôt pour. Ça inclut la déchéance. C'est bien. La déchéance de nationalité, il ne faut pas s'y tromper. C'est pas forcément un clivage pro et anti-Sarkozy. Enfin, d'ailleurs, les gens qui font cette lecture-là, très sincèrement, se trompent complètement. Il y a les gens qui font la lecture de l'utilité constitutionnelle et de l'inutilité constitutionnelle, qui est une lecture d'ailleurs qui est assez intéressante à regarder. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, de toute façon, n'est pas candidat. Donc, les gens ne se rallient pas ou se défont pas. À partir du moment où il sera candidat, il y aura des ralliements, il y aura des gens qui acteront des choses. Mais il ne faut pas forcément regarder l'intégralité des textes qui passent au Sénat ou à l'Assemblée avec le prisme pro et anti-Sarkozy. On va poser la question à Fabienne Keller. Elle est sénatrice avec Jean-Pierre Raffarin qui rejoint Alain Juppé. Est-ce que c'est la voix de Nicolas Sarkozy qui va moins peser au Sénat? Alors, globalement, c'est un acte fort de Jean-Pierre Raffarin qui marque son attachement aux valeurs et aux projets portés par Alain Juppé. C'est une chose. La déchéance de nationalité, comme l'a dit Valérie, c'est un sujet en soi. Au Sénat, nous en avons longuement débattu. On a eu, c'est vrai, du temps aussi, puisque le texte a été d'abord examiné à l'Assemblée. On a tous compris que ce n'était pas la solution au terrorisme, que toutes les dispositions étaient existantes dans la loi. Il y a eu cette approbation, tout le monde se levant au moment du discours du président de la République à Versailles, approuvant le principe. Et donc c'est dans cet esprit que le Sénat voudrait demeurer. Donc très vraisemblablement, la majorité... Très vraisemblablement... Bruno Retailleau n'est pas du tout qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Il n'est pas sur cette ligne-là, lui. Il est sur la ligne de Gérard Larcher, qui est de réécrire un texte, nous verrons. Ah oui, mais pas de la voter telle quelle. Réécrire le texte tel qu'il a été écrit proposé par le président en décembre. Juste pour les téléspectateurs, une précision. Pour que le texte soit adopté, il faut qu'il soit voté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. Au Sénat, la grosse question, c'est est-ce qu'on réécrit le texte dans des termes que l'Assemblée repoussera, puisque déjà la gauche de l'Assemblée a été très difficile à convaincre, ou alors est-ce qu'on fait un compromis et le geste politique de la voter? Je vais juste reformuler votre alternative. Vous reformulez ma reformulation, alors. Vote le texte tel qu'il a été proposé dans la foulée des attentats et des déclarations présidentielles, qui est le texte proposé en décembre. Donc pas celui de l'Assemblée. Ou celui tripatouillé à la suite d'arbitrages interne au Parti socialiste, où la question de la binationalité a été traitée différemment, en mettant une chose dans la Constitution et son correctif dans les textes législatifs qui l'accompagnent. C'est ce regard-là qu'il faut avoir. La dimension symbolique, enfin que nous proposons d'analyser. La dimension symbolique a largement été démolie par les débats internes au Parti socialiste. Ça veut dire que vous faites échouer la révision constitutionnelle. Parce que je suis assez d'accord avec Judith. Si les sénateurs voulaient être agréables à Nicolas Sarkozy, il n'est pas certain que ce soit le cas. Ils voteraient, comme l'ont fait les députés, ce texte
Il y a quand même la moitié des députés qui ont voté contre. Oui, mais enfin, non. Si, pratiquement, les oui, deux oui. groupes confondus, Oui, oui. 56, D'accord. En tout cas, 58. je termine ma phrase. Donc est-ce que c'est pas une remise en compte déjà à l'Assemblée nationale du leadership de Nicolas Sarkozy? Et Non, de mais François c'est un peu plus Hollande. compliqué que ça. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, de façon très vague, les Républicains n'ont pas la majorité. Donc ils n'ont pas la main sur le texte. Ce qui est complètement l'inverse au Sénat. Au Sénat, nous avons la majorité, donc nous avons la main sur le texte. Et puis je crois qu'encore une fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h au bureau politique des Républicains sur la proposition initiale qu'avait faite au mois de décembre le président de la République au moment du congrès de Versailles. 51 voix pour. Alain 6 Juppé voix a voté pour. Donc c'est vraiment les tripatouillages extrêmement étranges quand même du Parti socialiste qui aujourd'hui amènent à. Et la position majoritaire des Républicains, c'est de dire il faut être cohérent. À partir du moment où on a réclamé quelque chose, quel que soit le vecteur législatif, eh bien il faut aller dans ce sens-là parce que sinon les Français ils voient magouille et tripatouillage. Mais alors à ce moment-là, Alain, vous voulez terminer? Alain Frey. à ce moment-là, Valérie, la cohérence imposerait que les sénateurs, comme les députés, approuvent le texte en l'état. Comme ça lui laisse une chance de passer. Or, c'est Du pas ce mois qu'ils de vont faire. décembre, il aurait fallu que si le président de la République, avait tenu sa parole, avait tenu ses troupes, parce qu'il ne tient absolument pas ses troupes, le texte qui aurait été présenté à l'Assemblée et au Sénat aurait été le texte qui avait été proposé au Congrès de Versailles. Et très sincèrement, ça aurait été beaucoup plus respectueux du Parlement. Valérie Debord, Famine Keller, donc on sait, vous soutenez Alain Juppé, vous soutenez Nicolas Sarkozy. On a l'impression que chez les élus, chez les députés, chez les sénateurs, on attend, on joue la prudence. C'est quoi on se remémore Balladur Chirac ou... Nous avons la responsabilité de porter un projet pour l'alternance. Et ça, Valérie et moi, on en est pleinement porteurs, comme tous nos collègues chez les Républicains et avec les centristes. Donc ça nous... Chez vos collègues, tous n'ont pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Non, mais ça nous conduit à souhaiter que les primaires se passent de manière constructive, avec des projets qui seront présentés et des vrais débats qui seront engagés, si possible prenant un peu de distance avec des rivalités plus liées aux personnalités ou à des éléments plus ponctuels. C'est un vrai défi, mais c'est une grosse responsabilité. Redresser la France, recréer de l'emploi, reconstruire un équilibre budgétaire, restaurer la crédibilité de la France en Europe. Voilà autant de chantiers sur lesquels, je dois dire, le gouvernement actuel est particulièrement faible, mais c'est la France de ce fait qui est faible. Donc il nous faut nous préparer de manière constructive à cette perspective, cette responsabilité. Et c'est cela, je crois, qui conduit les parlementaires à souhaiter que les primaires se préparent dans d'aussi bonnes conditions que possible. Est-ce que, Judith Vintraube, Alain Onfray, est-ce que le TSS, tous sauf Sarkozy, qui existait naguère en 2007, il est de mise aujourd'hui? Diversement, parce que certaines candidatures sont clairement dirigées contre Nicolas Sarkozy, certaines alliances demain pourraient l'être, mais vous avez beaucoup de candidats, je pense par exemple à Bruno Le Maire, qui courent sur leur propre couleur et qui n'ont aucune intention de participer à une quelconque machination contre un tel, ni même pour un tel d'ailleurs. Lui, Bruno Le Maire, il y va parce qu'il est persuadé qu'il a une chance de gagner, que les Français veulent du renouvellement. Je ne sais pas s'il se trompe ou s'il a raison, mais en tout cas, il n'est pas dans un jeu ni tout sauf Sarkozy, ni pour Sarkozy. Et beaucoup de candidats sont dans ce cas-là. Alors, Alain Frey, au risque de vous surprendre, je dirais que beaucoup de candidats espèrent que Sarkozy sera bien candidat. Parce qu'il y a une petite interrogation, il faut bien le dire en ce moment, sur ce sujet, parce que les choses se passent très mal. Mais moi, j'entends beaucoup de candidats me dire il faut absolument qu'il soit candidat, parce que l'effet repoussoir de Nicolas Sarkozy est très mobilisateur. Et si on veut une primaire à 3 millions, plus de 3 millions de participants, on a besoin de Nicolas Sarkozy. Non pas pour qu'il gagne, parce qu'ils sont sûrs qu'il ne gagnera pas. Vous avez des candidats à la primaire qui vous disent ça? Ah oui, non, authentique. Oui, au moins 2. Eh bien, dans la famille Les Républicains, je demande l'ancien patron de l'UMP, Jean-François Copé, candidat à la primaire, lui aussi. C'est un de plus. On l'écoute et on réagit juste après. Je serai candidat à cette élection parce que, après 18 mois de silence, des années d'engagement, j'ai écrit un livre qui raconte le projet que je veux proposer aux Français à la suite des très nombreux entretiens que j'ai eus avec eux, des messages qui m'ont adressés et qui correspondent à ce que j'ai envie de proposer. Voilà, Jean-François Copé se lance donc, un candidat à la primaire. Vous dites quoi Valérie Debord, vous étiez proche de Jean-François Copé. Vous dites quoi? C'est la démocratie, le débat s'installe, il faut laisser les idées. Mais je dis exactement comme les autres, si vous voulez. On ne peut pas avoir accepté le principe de la primaire et en limiter ou en verrouiller le nombre. Si on veut être parfaitement arithmétique, nous avons un peu plus de 368 parlementaires, il faut 20 parrainages pour pouvoir se présenter 2 parlementaires. On pourrait aller jusqu'à 18
candidat, si je veux pousser le ridicule par le compte. Jean-François Copé a été président de notre mouvement. C'est une voix qui porte dans notre mouvement. Il a une légitimité, évidemment, comme les autres. Qu'il se présente, ça lui appartient. Qu'il veuille porter une voix, ça lui appartient. Il n'y a pas de candidature illégitime. Donc je pense que le débat du nom n'est pas un bon débat. S'il n'y avait que 2 ou 3 candidats, quelle serait la rhétorique des commentateurs ? Tout est verrouillé, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se présenter. On a fait le choix, en bureau politique, d'abaisser le nombre de parrainages de parlementaires nécessaires. C'était 25, c'est descendu à 20, justement pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de verrouillage. Donc je pense qu'il faut plutôt se féliciter qu'il y ait des voix fortes, qu'il y ait des voix importantes, qu'il y ait des voix différentes, qui portent aujourd'hui cette primaire, et que ces voix aient un sens. Il ne faut pas le regretter, bien au contraire. J'ai envie de vous poser cette question toute simple, parce que ce n'est pas le candidat, Jean-François Copé, le plus dangereux pour Nicolas Sarkozy. Ils sont sur la même ligne, il va lui prendre des voix. Il a changé. Là, pour le coup, il a vraiment changé. En quoi ? Si vous avez lu son bouquin, par exemple, vous apercevrez que dans tout ce qui concerne les histoires d'assimilation, intégration, il a j'allais dire évolué. Moi, je trouve qu'il a évolué négativement. Donc, il faudrait que je trouve un mot. C'est-à-dire, il s'est adouci. Mais par exemple, il est pour un concordat avec l'islam. Il considère que la loi de 1905 n'est pas adaptée à la religion musulmane. Donc, il dit qu'il a eu tort d'utiliser l'histoire du pain au chocolat, dont il certifie qu'elle est véridique, parce qu'il dit que l'image a tué l'idée. Donc, c'est un autre Jean-François Copé. Alors, c'est vrai que comme ça, en première impression, on se dit Jean-François Copé, la droite décomplexée, il est sur les plates-bandes de Nicolas Sarkozy. C'est pas si exact, et à l'analyse et au débat, je pense que ça ne tiendra pas. Mais Jean-François Copé, il a 2 motivations fortes. Il veut exister. S'il est revenu, c'est pas pour s'asseoir sur une chaise sur le banc de touche et regarder les autres jouer le match. Or, dans un parti où il y a une primaire, si on n'est pas candidat à la primaire, on n'existe pas. Ou quasiment pas, sauf si on est un sage comme Jean-Pierre Raffarin, qui donne son soutien, qui soutient un candidat. Mais quand on a son âge, sa carrière et ses ambitions, on est dans la partie, on n'est pas assis sur les rangs des téléspectateurs. Et puis il en veut beaucoup à Nicolas Sarkozy sur l'affaire Big Malion. Oui, on va y revenir. Il y a le timing, il sort un livre. Il n'est pas mis en examen dans l'affaire Big Malion, et instantanément il déclare sa candidature pour y aller, pour rattraper son retard. C'est ça, c'est la démocratie. Je pense que si Jean-François Copé est une menace pour Nicolas Sarkozy, c'est pas pour les raisons politiques que vous avez suggérées tout à l'heure, c'est pour d'autres raisons qui vont avoir avec pour lesquelles ce qui s'est passé au mois de mai 2014. Au mois de mai 2014, lorsque est révélé le scandale Big Malion, Jean-François Copé est balayé. Il est balayé, et ce qui est suggéré, c'est que 20 millions de fausses factures ont été émises parce que Jean-François Copé est entouré d'escrocs qui auraient escroqué la terre entière. Votre journal, hein. Violette Lazare n'a pas du tout raconté cette histoire. En profitant de la campagne de Nicolas Sarkozy. Or maintenant, après 20 mois d'enquête, Jean-François Copé revient et dit... Violette Lazare avait raison. Les juges... Peu importe, les juges. Les juges n'ont rien retenu contre moi. Implicitement, qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Il y a le fait que, et c'est sans doute d'ailleurs un peu vrai quand même, il y a le fait que la campagne de Nicolas Sarkozy a effectivement explosé ses coûts. Ce qui est quand même un vrai sujet. Ça peut balayer tout ce qu'on se dit là depuis 40 minutes, cette affaire-là, si c'est ça. On saura sans doute bientôt d'ailleurs. Et le message que fait passer implicitement Jean-François Copé lorsqu'il est à la télévision et qui dit ça, et qui dit cette malheureuse affaire Big Malion, j'en suis innocent, il faut bien qu'il y ait un coupable. Valérie Debord, vous pensez, comme il le dit dans son livre, j'ai été le bouc émissaire dans l'affaire Big Malion, on m'a viré, on m'a poignardé dans le dos, on m'a poussé dehors violemment. Alors, un premier élément, l'élément humain. Moi, j'ai vécu ce drame absolu, et cette vilainie qui a été faite à Jean-François Copé, très sincèrement. Et pas uniquement par un certain nombre de personnes de ma famille politique, y compris par un certain nombre de commentateurs qui ont été d'une dureté. Je pense notamment à M. François-Olivier Gisbert, qui a été odieux avec Jean-François Copé, de façon, à mon avis, plus que caricaturale. Et aujourd'hui, effectivement, la justice fait son travail, et on verra ce que ça donnera. Mais reproduisons pas exactement la même chose. Aujourd'hui, qui connaît ce dossier réellement ? Qui est allé au fond des choses ? Qui est juge ? Personne. Il y a 20 mois d'enquête. Personne autour de cette table
Oui, mais justement, personne n'est juge autour de cette table, personne n'a accès à l'intégralité de l'enquête, personne ne sait exactement ce qu'il va en ressortir. Donc soyons peut-être un peu distanciés, en tout cas moi, c'est ma position. Je considère, j'avais fait partie des gens à l'époque qui avaient dit que je trouvais que la façon dont Jean-François Copé avait été traité était particulièrement odieuse et que ce n'était pas correct, voilà, dans une famille politique, de se traiter comme cela. On verra ce que ça donnera, on verra ce que diront les juges. Pour ma part, je leur fais confiance. Et quand les juges diront le droit, eh bien nous verrons. Fabienne Keller, une réaction sur le retour comme le dit à l'instant Valérie, je crois que laissons la justice faire son travail. Il semblerait se confirmer qu'il y a eu d'énormes dépassements. Voilà. Sur le retour de Jean-François Copé. Sur sa candidature, là aussi, comme Valérie, je dirais, ouvrons les portes, les fenêtres. Hein. Il y a des candidats variés, on peut avoir des discussions ouvertes, on peut accueillir l'ensemble des sensibilités, c'est l'objectif de la primaire. Il y aura effectivement peut-être un peu moins de candidats à partir du mois de septembre, quand les soutiens, les parrainages devront être déclarés. Oui, tout le monde ne pourra pas, oui. C'est des candidats à la candidature. Pas. Mais c'est une belle démarche qui est nouvelle pour la droite et le centre, que de proposer aux Français de discuter avec eux et d'avoir des personnes emblématiques, parfois d'une sensibilité très forte. Mais voilà, ça fait partie de nos courants qui sont rassemblés. Ce sera la mission après de celui qui gagnera la primaire de rassembler l'ensemble de ses forces et de ses courants pour porter le projet pour la France. Mais on est plutôt dans une démarche constructive et les différentes candidatures viennent enrichir la discussion. Alain Onfray, je veux juste faire remarquer une chose, c'est que Fabienne Keller vient de dire il semblerait qu'il y ait eu d'énormes dépassements et puis on passe à autre chose. Mais c'est énorme comme affirmation. Vous le dites et tout le monde le dit, hein, c'est pas du tout un reproche. Et c'est quand même extraordinaire. Je crois qu'on peut dire que dans n'importe quelle autre démocratie, ça aurait immédiatement des conséquences. Je voudrais pas que juste dire ça. On a déjà vu des campagnes où les dépassements avaient été constatés, et le résultat n'avait pas été annulé. Non, je voudrais simplement laisser le Conseil constitutionnel, notamment. Laisser sa place à la justice. Je crois qu'il faut respecter chaque institution. On n'est plus dans le champ du politique. Voilà, et c'est très important que la justice sereinement disent le droit sur ce sujet, parce que c'est une question de règles pour la démocratie. Mais j'entends votre... Parce qu'à rebours, François Mitterrand, Jacques Chirac, enfin, je veux dire, si on regarde les décisions du Conseil constitutionnel... Ils ne sont pas candidats à la présidentielle, là, pour 2017. Hein, à rebours, on peut être exactement sur les mêmes choses. Donc, je pense, voilà, regardons les choses sobrement, et surtout, évitons, moi je pense, mais évitons... les vilainies, les avanies, surtout intuitu personné. Parce que, mine de rien, ça fait quand même des dégâts. Mais là, on parle du candidat de la campagne de 2012. C'est pas il s'appelle Nicolas Sarkozy. Oui, mais aujourd'hui, personne ne sait la réalité des choses. Voilà. Alors, autre intervention remarquée lors de ce Conseil national, celle du numéro 2 du parti, qui n'est pas candidat à la primaire, Laurent Wauquiez, mais qui laboure le champ des idées de la droite dure. C'est aux étrangers de s'adapter à la France, c'est pas le contraire. On écoute. On réagit juste après. La France de retour, c'est un pays qui transmet à nouveau ses valeurs. La France de retour, c'est un pays qui ne change pas de nature. La France de retour, ce n'est pas à la République de s'adapter aux étrangers, c'est aux étrangers de s'adapter à la République. Il est temps de retrouver l'espoir. La seule mission qui vaille, c'est celle-ci. Que la France soit de retour. C'est ça. Voilà, mesdames, monsieur, je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un virage à droite du Parti Les Républicains? Valérie Debord. Alors, en fait, à chaque fois qu'il y a une expression comme ça, on dit c'est un virage à droite. Ce que dit Laurent Wauquiez, somme toute, c'est pas une incongruité complète. C'est-à-dire que même du bon sens, quand vous allez dans un pays, vous vous adaptez aux mœurs, aux coutumes, aux lois de ce pays. C'est pas complètement incongru de dire cela. D'ailleurs, le contraire serait peut-être un peu irrespectueux, je trouve, de mon point de vue. Et que quand des étrangers qui souhaitent s'installer dans notre pays pour apporter des compétences, des intelligences et qui vont enrichir notre nation. C'est très bien que notre nation est un creuset qui s'est enrichi des différences. Eh bien, viennent la plupart du temps, de façon extrêmement majoritaire, eh bien, ils adoptent effectivement les coutumes de notre pays. Ce que dénonce Laurent Wauquiez, c'est une partie qui est infinitésimale, mais dont on parle beaucoup malheureusement, qui, à certains moments, peut-être considère que
il ne va pas adopter ça. Et je prendrai juste un exemple, et pour mettre un petit peu en accusation le gouvernement, et notamment Mme Vallaud-Belkacem, parce que ça m'a beaucoup choqué. Quand on voit un président d'association expliquer qu'il ne serre pas la main aux femmes, parce que ça ne fait pas partie de sa façon de à Baraka lui, City. voilà, sa façon à lui de vivre sa société, moi je dis, ça, c'est pas la France. Voilà, la ségrégation, ce n'est pas la France. Et là, alors évidemment, ce monsieur est très très peu représentatif, mais il vient à la télévision, mais il parle. Donc c'est aussi ça qu'il faut à un moment recadrer et repositionner. Il y a cette réaction à nos tweetos CVR. Si les candidats se contentent d'être obsédés par l'immigration et la sécurité, je pense aux candidats aux primaires, aucun intérêt aux primaires et aux projets. Est-ce que les candidats se focalisent sur l'immigration et la sécurité, Fabienne Keller ? La question de la maîtrise de nos frontières, dont on voit bien aujourd'hui qu'elles ne sont pas bien protégées, donc de travailler sur cette force de garde-côte européenne pour épauler les États membres, aujourd'hui la Grèce, pour assurer une maîtrise de cette immigration. La question des moyens à donner pour le terrorisme, pour assurer la sécurité de nos concitoyens, elle est importante aujourd'hui et il nous faudra y répondre dans notre projet sans se dissimuler et en affirmant des positions fortes. C'est ce qu'Alain Juppé a fait dans son ouvrage d'ailleurs pour un État fort, parlant par exemple de l'indispensable coordination des services de renseignement. Il y a d'énormes marges de progrès là-dessus, ou la mise en place d'un service de renseignement en prison. En milieu carcéral se développent beaucoup de rencontres et de réseaux extrêmement dangereux qui poursuivent leurs activités à l'extérieur. Mais ce n'est évidemment pas le seul contenu du projet que présenteront les candidats, et en particulier Alain Juppé, qui traiteront des autres grandes thématiques. La seconde qui préoccupe beaucoup les Français aujourd'hui, c'est bien sûr l'emploi. Sur ce discours de notre numéro 2 des Républicains, je n'étais pas présente, mais j'ai observé que Jean-Pierre Raffarin, en réaction, sentant l'ambiance aussi... il a parlé de discours clivant. Il a parlé de clivage et il a rappeler l'importance de l'humanisme dans notre démarche, que rappelait Judith Weintraub. Moi, je rappelais le libéralisme, pas l'humanisme. Et le fait que la haine de l'étranger n'était pas dans nos valeurs. Il est un fait que et le numéro... Il y a une haine de l'étranger de la part de Laurent Wauquiez dans ce discours ? Le numéro 1 et le numéro 2... Pardon, je reprends le mot, ça devait être l'exclusion... Non, c'était la haine, vous avez raison. Pardon. J'observe néanmoins que et le numéro 1 et le numéro 2 de notre mouvement, le président et son bras droit, sont assez clivants sur ces sujets, qu'il y a d'autres sensibilités au sein de notre parti. Il est important... Donc on voit bien la ligne de démarcation quand même. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, très sincèrement. Nicolas Sarkozy a repris la parole après, il a rappelé l'importance de l'apport justement, de toutes les générations d'étrangers qui avaient fait la France. On est tous des étrangers, enfin, je veux dire, si on regarde d'où on vient. Et il a rappelé cet apport essentiel, et il a rappelé qu'un peuple qui est endogène est un peuple qui meurt. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il a juste voulu dire, c'est qu'après, il y a des règles, et que ces règles, il faut s'y conformer. Voilà. Et dans le discours de Laurent Wauquiez, qui a dû durer 17 minutes, vous en extrayez 30 secondes. Le reste, il a parlé de social, il a parlé d'autre chose. Donc, je crois qu'il faut peut-être aussi ne pas mettre une focale. C'est quand même la conclusion de son discours à Laurent Wauquiez. Oui, mais c'est vraiment la chute. C'est 17 minutes, on est à 30 secondes. Non, enfin, cette phrase... Je pense que le discours de Wauquiez doit être sur YouTube, et j'invite tous les téléspectateurs à le regarder. C'était une logorrhée xénophobe absolument hallucinante. Quelle phrase est xénophobe ? Au point, Judith, que Jean-Pierre Raffarin monte à la tribune en colère et dit... Notre famille, ça n'est pas la haine de l'étranger. Pour qu'il aille dire ça, il fallait vraiment qu'il ait été profondément choqué. Je voulais juste dire que pour comprendre ce discours, il suffit d'écouter celui d'après, celui de Nicolas Sarkozy, qui lui dit, et il a raison de le dire parce que c'est sa seule chance de gagner, il dit, il faut, dans cette primaire, aller chercher les voix du Front National. Et là, on comprend tout. Laurent Wauquiez est le rabatteur des voix du Front National. Et de fait, il a sa prestation dans le style... Alors, Judith me demande de citer des phrases, mais la vérité... Quand on porte une accusation comme celle-là, la moindre des choses, c'est de les payer. C'est grave, quand même. Mais de A à Z, tout est construit autour du fait que les valeurs de la France sont bafouées, que les étrangers se comportent de manière insupportable dans ce pays, etc. Tout est dit. Ce discours tourne en permanence autour de ça. Donc, c'est les pensées subliminales que vous prêtez. Non, Jean-Pierre Raffarin aussi. Moi, j'ai jamais vu en colère comme ça, Jean-Pierre Raffarin. Il est monté à la tribune dire...
nous ne sommes pas dans la haine de l'étranger. Non, Il fallait quand même qu'il ait dit quelque chose de grave. Moi, j'étais là. Jean-Pierre Raffarin, ce qu'il a souhaité rappeler, ce chapeau global qui est un chapeau humaniste que nous portons. Nous sommes la famille de la droite et du centre. Et cette famille de la droite et du centre, elle porte ce chapeau humaniste et elle en est fière et elle doit le mettre en avant. Après, on ne peut pas mettre de côté des problématiques qu'on a quand même vu surgir au mois de janvier, au mois de novembre, sur lesquelles l'ensemble de nos concitoyens nous demandent d'apporter des réponses. La problématique des frontières est une problématique extrêmement importante. Frontex, comme vient de dire Fabienne Keller, est extrêmement important. Aujourd'hui, les moyens sur Frontex sont diminués. Ce n'est pas normal. On doit trouver des solutions par rapport à ça. Et à côté de ça, la façon dont nous intégrons ou nous assimilons, c'est un vrai débat. Le débat n'est pas médiocre. Ce débat, c'est le débat de la Troisième République. Vous choisissez assimilation plutôt qu'intégration? C'est le débat de la Troisième République. C'est un débat fondateur sur ce que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ce débat serait médiocre? Nous devons avoir ce débat aujourd'hui. Et très sincèrement, dire que le discours de Laurent Wauquiez était xénophobe est faux. Il faut. Ce n'était pas xénophobe. Le discours il y a le discours de Laurent Wauquiez, il y a la ligne de Nicolas Sarkozy, et à côté, Non, il n'y a pas... Bruno Le Maire, Alain Juppé. Est-ce que c'est pas le grand écart? Ah, pas du tout. Vous n'avez pas lu le livre d'Alain Juppé pour Alain un Juppé, État fort. non, très sincèrement. Là, pareil. Puisqu'on a dit qu'Alain Juppé c'était droitisé, donc vous vous rendez compte? Mais oui, il y a vraiment très très peu de différence. Si je peux me permettre, les propositions d'Alain Juppé sont dans l'équilibre. Le respect des règles qu'a rappelé Valérie, évidemment. Toute personne qui est sur le territoire national doit respecter les règles de la République. C'est tellement banal de dire ça. Et ça. en contrepartie, des engagements républicains. Sûr. L'école, la liberté de choix, de vie, en particulier, nous en parlions tout à l'heure, pour les femmes. Toutes les femmes présentes sur les territoires ont droit de choisir leur vie. Et puis, il y a la question de l'accueil du culte musulman, comme de l'ensemble des cultes d'ailleurs, une laïcité ouverte qui accueille les religions dans le respect des règles de la République. Excusez-moi, sur le voile, parce que là, pour le coup, il y a une différence, sur une proposition précise, Sarkozy est pour l'interdiction du voile à l'université. Alain Juppé, lui, est contre cette interdiction. Pourquoi? Quand on lit le bouquin d'Alain Juppé, il vous raconte que sa maman portait un fichu sur la tête quand elle sortait dans la rue et que c'est pas du tout un signe du statut inférieur de la femme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy défend l'interdiction du voile, c'est bien parce que c'est un signe stigmatisant, dévalorisant, parce que ça veut dire que l'espace public n'est pas fait pour les femmes, que quand elles sortent de leur foyer, de leur tâche ménagère, elles doivent se couvrir parce que sinon elles sont des objets. On peut vous rétorquer, Judith Vatraube, elles sont majeures, vaccinées, elles vont étudier. Vous n'avez pas cité l'ensemble de l'explication, qui est que ce sont des personnes majeures, dont on peut estimer qu'elles ont, à ce moment-là, leur libre arbitre, qu'elles ont fait ce choix. Et tant pis pour elles, et tant pis pour elles si elles véhiculent une image, un statut inférieur. On sait quand même que beaucoup de victimes d'une stigmatisation intègrent cette stigmatisation et la font leur. Pour ma part, je ne me focaliserai pas sur le sujet du voile, mais sur le sujet du choix de vie. C'est juste le sujet de la femme. Pardonnez-moi. C'est pas du tout pareil que les menus de substitution à la cantine. Du choix de vie pour ces femmes, en particulier sur la poursuite d'études, sur le choix professionnel et sur le choix de vie familiale. Vous avez remarqué que c'était souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes quand même. Là, moi, je suis d'accord. Ne confondons pas les thématiques. La question, c'est d'offrir. Mais là, on entre dans un autre débat. Les libertés que leur accorde, que leur certifie, ça va être la fin de cette émission. Le voile, ça veut dire ta place est à la maison. Oui, quand tu sors, tu te caches. Le problème, c'est la stigmatisation. C'est aujourd'hui trop réducteur. C'est un raidissement politique de la part de Nicolas Sarkozy, qui est le seul d'ailleurs à mettre dans son programme cette affaire d'interdiction du voile à l'université comme d'interdiction des menus de substitution. Et il le fait justement pour cliver. On parle des racines chrétiennes de la France aussi. D'ailleurs, quand on connaît l'histoire idéologique de Nicolas Sarkozy, des racines chrétiennes. Il n'est pas du tout sûr qu'il soit au fond de lui convaincu d'ailleurs que ce soit une mesure raisonnable. Je pense qu'il n'est pas du tout, l'égalité homme-femme est un fondement. Mais ça n'a rien à voir avec l'égalité. Mais si, le voile. Parce que que veut dire le voile? Le voile est une inégalité portée et jetée, et c'est une stigmatisation. Bien sûr. Et cette stigmatisation, même si elle est intégrée par une femme, c'est pas pour ça que notre société doit l'accepter. Et notre société doit justement permettre à cette femme de se sortir de ce joug qu'elle a intégré elle-même. Tous les présidents d'université, dans leur grande majorité, qui sont confrontés tous les
les jours à cette affaire, sont pas d'accord avec cette proposition qu'ils vivent, mesdames, messieurs, dans beaucoup d'universités, c'est un drame absolu. Exactement. Regardez à Sani, c'est un drame absolu. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. D'autres sujets comme l'accès aux services de soins, par exemple, où il n'y a pas de tolérance. On ne demande pas un homme ou une vous avez femme noté qu'Alain Juppé est très ferme là-dessus. Le voile, c'est aussi l'impossibilité de faire sur du le sport. voile à votre disposition pour en parler sur base d'expérience de terrain. Ce sont les mêmes. Ne confondez pas. Alors, autant de sujets dont on va débattre dans les mois à venir, vous inquiétez pas. La primaire. Derrière, c'est le sport, derrière, c'est beaucoup de choses. Voilà, ce sera l'intégrité physique. Pas hasard qu'on termine avec ce sujet-là. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. Hein, c'est la fin de Ça vous regarde. Valérie Debord, Fabienne Keller, merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie aussi nos experts, Judith Vintraube, Alain Auffray. Le débat va certainement se poursuivre. La primaire à droite, c'est le 20 novembre, et le 27 novembre, hein, s'il y a un second tour. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Même endroit. On parle état d'urgence. Le Parlement devrait prolonger une nouvelle fois l'état d'urgence instauré après les attentats de Paris par un vote probablement massif de l'Assemblée avec plus de voix critiques qu'à l'automne. On verra ça demain. Restez avec nous sur la chaîne parlementaire.